Jon Jones doit-il être destitué au vu de son rythme de combat? L'UFC a-t-elle fait un sale coup à Islam Makhachev en lui retirant sa ceinture des légers pour pouvoir aller s'attaquer à celle des welter? Pour son premier épisode, Jab Culture, votre émission de culture combat qui répondra à toutes les grandes questions sur nos sports chéris, s'attaque au cas des champions de la plus grande organisation de MMA de la planète. Et pareil, il y a des choses à dire. Générique. Aldric, on se retrouve pour notre première de Jab Culture. Vous connaissez déjà donc Aldric NRB, qui est notre émission hebdomadaire d'actualité combat, on va dire. Et ce Jab Culture, je l'avais déjà présenté, il servira à des grandes thématiques, des grandes questions. Parfois, on va se faire des top 10, on va délirer un peu sur nos combattants préférés ou d'autres choses. Enfin, c'est l'émission qui servira à être plus avec du recul et des grands débats, des grandes questions sur nos sports chéris, comme je le disais dans l'intro. Et je voulais m'attaquer pour notre première, Aldric, à un thème récurrent qui est d'actualité, en fait. C'est est-ce que l'UFC, je vais y aller les pieds dans le plat, fait un peu n'importe quoi parfois avec ses champions. Donc on a pris deux exemples, je vous les ai cités dans l'intro, c'est Jon Jones, champion des poids lourds, et Islam Makhachev, l'ancien champion des poids légers, qui monte conquérir la ceinture des poids welter des moins de 77 kilos. Quand je dis est-ce qu'ils font n'importe quoi, on va s'attaquer aux deux cas séparément, Aldric. On va d'abord parler du cas de Jon Jones. Jon Jones, tu l'as vu, c'est pour ça que c'est dans l'actu aussi, il est devenu le deuxième plus grand champion en termes de longévité chez les poids lourds de l'histoire. Il est à 805 jours au moment où on enregistre. En ce lundi, c'est 805 jours. Il a dépassé donc notre ami Stipe Miocic. Il est encore derrière les 896 de Cain Velasquez. Mais de l'autre côté, on a Tom Aspinall qui est aujourd'hui à 552 jours de suite en tant que champion intérimaire. C'est le record historique à l'UFC. Il a passé Renan Barão qui était à 534 jours. Et on n'a toujours pas en vue de combat surtout, Aldric. Toutes les annonces ont été faites pour cet été, les Topuria Oliveira, les DDP contre Chimaev. On n'a rien pour l'instant sur ce combat-là, donc ce sera minimum septembre. Vu que c'est septembre, tu peux t'imaginer que ce sera novembre au Madison Square Garden au minimum, donc 1 an après Miocic. Depuis 1 an, il n'est pas blessé, Jon Jones. Est-ce qu'il doit être destitué, Jon Jones? J'ai fait toute mon intro, je te donne la parole. Si l'UFC c'était les Jeux Olympiques ou une institution à fond sur le sportif, il aurait dû. Ça fait 6 mois qu'il doit l'avoir perdu sa ceinture. Aujourd'hui, comme on le dit assez souvent dans l'actualité, il y a la méritocratie et il y a le marché qui est celui de l'UFC aujourd'hui et les marchés cibles et les gros marchés qu'ils ont. Le marché anglais, c'est un bon marché. Je pense que si on devait le hiérarchiser aujourd'hui, c'est peut-être le 3e ou le 4e plus gros marché de l'UFC. Mais il n'est pas encore assez gros pour qu'il propulse quelqu'un à la place de Jon Jones. On sait les billetteries, les pay-per-view que fait aujourd'hui Jon Jones. Donc, mais il mérite 1000 fois sportivement de perdre cette ceinture, mais il la perdra pas. En fait, il bloque tout le monde. C'est-à-dire que je le comprends, le point de vue business. C'est leur plus grande star aujourd'hui. Leur plus vieille star, en plus. Il représente encore cette ancienne génération. Mais il bloque toute une caté. Il bloque Aspinall, qui peut pas combattre à part défendre sa ceinture intérimaire, comme il l'avait fait contre Blades. Il bloque Cyril Gane, qui lui attend de voir s'il peut affronter Tom Aspinall pour cette ceinture, qu'elle soit intérimaire ou incontestée. Il bloque tout le monde. Il n'y a pas que lui qui bloque, tu vois ce que je veux dire? C'est une caté entière. Là, je vais te répondre à cette question par une autre question. Mais il bloque qui, en fait? C'est-à-dire que tu as un Cyril qui a perdu contre Jon Jones et qui a lui aussi laissé quand même entendre. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a pris la démarche de prendre des combats tous les 3 mois. Il veut sa chance au shot, et il a peut-être raison de le faire. Il a eu des aspirations, comme l'a eu Weili Zhang, de cinéma. Et à partir de là, tu as une KT avec ses 2 acteurs principaux, et derrière ça, très peu de renouvellement. Non. T'as un Almeida, mais qui n'a pas été hyper convaincant sur sa dernière sortie. Il y a Volkov, dont on ne sait pas trop quoi faire. C'est ça, mais qui a déjà perdu contre Cyril. C'est compliqué. T'as un Pavlovic qui a perdu contre Volkov. Donc au final, à part 2-3 aspirants qui arrivent du Dana White Contender Series, des Brésiliens notamment, t'as une KT qui est très, très morose, qui est pauvre en termes de top 15. Mais tu vois, par exemple, là tu citais, mais le Gane Volkov, tu pourrais te dire, en plus, il y avait eu un peu de débat sur la notation du combat, là. Dana avait dit qu'il voulait relancer Volkov, t'as vu, c'est toujours pas le cas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, en fait, dans un monde où il n'y a pas de Jon Jones qui bloque, tu peux peut-être déjà refaire Cyril Volkov, le numéro 3, donc, pour le coup, en disant, s'il y a un vainqueur clair derrière, il peut prendre Aspinall pour la ceinture. Là, tout le monde est bloqué, en fait. Tu vois, tu peux pas faire ça parce que, qu'est-ce qu'il va faire Jones? Qu'est-ce qu'il va faire Aspinall? Et on doit garder Cyril de côté. Le combat de Blade aussi qui avait été décalé parce que c'est compliqué. Si Aspinall prend pas Jones, faut qu'on garde Gane de côté parce que ce sera Gane pour Aspinall. Tu vois, tout le monde est bloqué, en fait. Tu peux pas faire de match-up derrière. Ou faire grandir un contender. Si quelqu'un arrive là, tu peux pas le faire aller jusqu'à la ceinture. Tu viens de tout dire. Je pense que s'il y avait un Américain capable d'eux, ce serait un autre débat. Sauf que pour le moment, t'as Curtis Blade qui est très fort mais qui est en dents de scie, qui fait des bonnes perfs, des moins bonnes perfs. Et de ce fait, je pense que pour l'instant, ça les intéresse pas.
Je pense qu'aujourd'hui... Donc, je vais te pousser. Si Aspinall est américain, c'est pas du tout la même situation. Ouais, c'est ce que je pense, parce que c'est pas le même marché. Et je pense que tu pouvais largement starifier Aspinall. Alors, peut-être pas au même rang que John Jones, mais tu pouvais envisager un passage de relais beaucoup plus intéressant. Peut-être qu'ils auraient poussé pour le mettre contre Miocic plutôt, parce qu'ils l'ont un peu donné en pâture, le dernier combat de Stipe, on va être honnête, tu vois. Donc, aujourd'hui, il y a une KT qui est... j'ai envie de dire par terre, mais ce serait méchant et irrespectueux, mais on va dire que le terme n'est pas très loin. Non, moi je te dis souvent, tu me diras si t'es d'accord, il y a 4 mecs d'élite, et voilà. C'est ça. Le reste de la KT, c'est très très faible. Et derrière ça, t'as un mec qui est capable de vendre du pay-per-view, de dépasser les 500 000 ou les 600 000 à chaque fois qu'il combat, de faire des 20 millions de billetteries. Et tu sais que l'UFC, en plus, vraiment... On parlait de ça, effectivement, des fois, ils donnent des billets, ou ceci ou cela. John Jones... Même aux combattants de l'UFC, ils n'en donnent pas quand ils combattent. C'est-à-dire que ce mec-là bétonne les salles, fait du guichet fermé sur des grosses salles comme le Madison, où les tarifs sont très très hauts. Donc ça reste une très très grosse bête d'attraction. Et je pense que pour qu'ils aillent toucher à sa ceinture, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui peut prendre la suite. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais ils en ont besoin à ce point-là. C'est-à-dire que dans le modèle de l'UFC de ces dernières années, Aldric, qui est beaucoup moins basé sur la vente de pay-per-view, qui est beaucoup moins basé sur les stars aussi. Je pense qu'on a tous compris que ça les avait un peu vaccinés, Conor McGregor. Quand tu deviens plus star qu'eux, c'est quand même compliqué à gérer. Donc on sent que la star, c'est l'UFC. Le poster de l'UFC 300, où t'as pas un combattant, t'as juste UFC 300, parce que c'est ça la marque star. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça ? Est-ce qu'il est star au point qu'il peut bloquer tout ça et que l'UFC dise « Ok, on fait rien parce que c'est une star à ce point-là » ? J'ai pas l'impression. Pour l'instant, moi, je pense que oui. Et j'ai l'impression qu'ils vivent il y a 10 ans. Je sais pas si tu vois j'ai l'impression qu'ils vivent il y a 10 ans là-dessus. Attends, t'as été le seul en plus à parler de ça. T'as vu quand même que avec ces histoires de concurrence déloyale et de Fighter Fact, ils ont eu beaucoup de. Je crois que ça leur a coûté plus de 300 millions cette année en plus. Donc, je pense qu'ils sont prudents et que la seule chose qui peut revenir mettre ça en considération, c'est un deal éventuel avec Netflix. Ça, oui. Mais tant qu'on est sur un deal ESPN avec le BT Sport d'un côté, le Brésil de l'autre, qui sont pas des gros pays où ça vend du pay-per-view, c'est plutôt des gros droits télé. Je pense qu'ils ont encore besoin de mecs qui rapportent beaucoup d'argent en trésorerie et en pay-per-view. Tu sais qu'il avait demandé, John Jones, il avait demandé pour Aspinall, en gros, un salaire de boxeur, comme il voulait contre Ngannou. Tu lui donnes si t'es l'UFC ? C'est un combat qui mérite de faire péter à ce point-là le plafond financier que tu dépasses jamais. Ils ont refusé. Donc on parle de 30-40 millions de dollars, un délire comme ça. Ils ont refusé, c'est la preuve qu'ils les donnent pas. Pour Ngannou, ils avaient refusé, ça c'était sûr. Après, je t'avoue que j'ai pas bien regardé les derniers chiffres de pay-per-view qu'il a fait. Je sais qu'en billetterie, c'était 20 millions. Après... Tout reste relatif, faut voir ce qu'il est. Je pense qu'aujourd'hui, son pay-per-view, il est plutôt aux alentours des 600 000 qu'au niveau du million. Ce qui est déjà pas mal, hein, qui fait partie des meilleurs résultats. Ne m'en veuillez pas si je me trompe, mais je pense ne pas me tromper. Vous me le direz en commentaire si c'est le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont capables de monter à 10, peut-être 15 millions, mais pas plus, parce que sinon, économiquement, c'est pas rentable. Parce que derrière, la marque Espinal, elle vend beaucoup moins. Faut être deux pour vendre un combat. Lui, aujourd'hui, sa capacité, je pense qu'elle est aux alentours de 15 millions, ils sont prêts à lui donner. Plus, c'est pas assez une star, et surtout, son contender n'est pas assez une star pour aller au-delà de ça. Sur ses explications à lui, bullshit ou pas ? Quand il dit je dois attendre un peu pour voir, je veux voir plus d'Aspinall, je suis en Thaïlande, je vis ma meilleure vie. D'ailleurs, t'as l'impression qu'il a pas compris le débat. Le débat, c'est pas est-ce que tu vis ta meilleure vie, c'est est-ce que tu vas débloquer cette KT et donner sa chance à Aspinall. Mais ses arguments, c'est que du bullshit. Ouais, je pense qu'il en a strictement rien à foutre là. Ouais, et que je pense aussi. vu qu'il est pas payé comme il voulait, il fera le combat quand il veut lui, et à l'endroit fiscalement qui l'intéresse lui, et point final, tu vois. Oui, c'est pas une question d'attendre plus et d'en voir plus de Thomas Aspinall, on est d'accord. Entièrement d'accord. Ou de vivre sa meilleure vie, pour le coup. Il y avait aussi une idée qui a été mise par Anthony Smith, qui disait John Jones, il est en train de rentrer dans la tête d'Aspinall. Et il fait ça exprès pour faire gamberger l'autre le plus possible, l'énerver le plus possible. Il y a un côté McGregor avec Aldo. Je te rentre dans ta tête pour changer même ta façon de combattre, parce que tu vas être tellement sur les nerfs le jour où ça va se faire que je vais en profiter. T'y crois une seconde ou pas ? J'y crois pas une seule seconde, je vais te le dire. Non, mais j'y crois quand même, parce que aujourd'hui, de pas combattre, John Jones, c'est sa façon d'aborder les combats. On sait qu'il est capable de rester 1 an, 2 ans sans combattre, et que derrière, on a une performance qui est à la hauteur de la légende qu'il est. Aspinall, on sait pas, en fait. Et là, ce qu'il est en train de faire, tu l'as très bien dit tout à l'heure, et ça commence. Là, on pourrait presque parler de ring rust, là. 560 jours sans combattre. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il se passe encore 6 mois
avant qu'Aspinall ne recombatte. Qu'est-ce qui va se passer quand il va revenir? C'était 550 son nombre de règne entier, mais il a affronté Blade entre-temps. C'est ça. Donc tu vois, mais en effet, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas combattu là. Vu son âge, il n'a pas une activité démentielle. C'est ça. Il n'a pas une activité on sait qu'il revient de blessure. Bah, ça doit être, non, ça fait à peu près 1 an, puisque c'était l'été. Ouais, 1 an, t'as raison. Ouais, c'était l'été. 1 an, en sachant qu'il est revenu après une très grosse blessure au genou, en sachant qu'il est jeune et qu'ils ont besoin. J'en parlais lors de notre épisode précédent d'Aldric Enerby. Le rythme d'un combattant actif, c'est ce qu'aime bien faire Manon, c'est 2-3 combats par an. C'est dur. Il faut avoir l'habitude, il faut être forgé à ça parce que la pression n'est pas la même. Il y a beaucoup de choses qui, en tout cas, je ne sais pas s'il va rentrer dans sa tête, mais ce qui est sûr, c'est que s'il s'affronte dans 6 mois, ce sera favorable à John Jones et pas à Aspinall. Donc, tu peux le voir comme une stratégie quand même. Bien sûr. Ouais. Complètement. Ouais. Alors, il y a d'autres exemples. Parce que, tu vois, pour une fois, tu me connais, je suis pas le plus grand défenseur de John Jones, mais pour une fois, je vais le défendre aussi, parce qu'il y a d'autres situations, en fait, dans l'histoire de l'UFC qui nous ont montré des attentes un peu comme ça. Alors, il y avait des circonstances. Ken Velasquez, c'est celui qui a le plus grand règne chez les poids lourds, avec près de 900 jours, donc. Dans ce deuxième règne, il y a eu un champion intérimaire avec Fabricio Verdum, et il a passé presque 2 ans sans combattre, Kane. C'est octobre 2013 et juin 2015. C'était une blessure au dos, c'est ça, non? Et voilà, en fait, ils font le tough Latin America, ce qui leur prend déjà beaucoup de temps. Et au moment où ils doivent s'affronter à la fin du tough avec Verdum, il se fait le genou. C'était le genou. Il se fait le genou, donc il est absent encore plusieurs mois. Verdum prend l'intérim contre Mark Hunt, et tu refais le Verdum contre Velasquez pour l'unification en juin 2015. Donc il y a la circonstance de blessure, quand même. Renan Barão, qui était le mec qui était le champion intérimaire le plus long de l'histoire jusqu'à Thomas Aspinall, 534 jours. Lui, il avait défendu 2 fois, d'ailleurs, des ceintures intérimaires, alors que Aspinall l'a fait qu'une fois. C'était l'époque de Dominique Cruz champion. Et Cruz, il est champion de mi-2011 à début 2014, quand l'UFC lui enlève la ceinture. Il est champion dans cette période-là sans combattre. Sans combattre, multiples blessures, donc on est à plus de 2 ans, quand même. Non défendu depuis octobre 2011. Donc c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'UFC, en fait. Mais c'était circonstanciel. Là, depuis 1 an, on n'a pas de blessure de John Jones. C'est ça que je trouve hyper frustrant, en fait. Il n'y a pas de raison. À part cette négo d'argent, il n'y a aucune raison de ne pas faire ce combat, Aldric. Zéro. Non, mais je te dis, c'est circonstanciel parce qu'il y a une KT presque à l'abandon sans trop de prospects, très peu d'Américains, un champion qui reste encore très charismatique, qui a une très grosse fanbase. Donc, et tu l'as très bien dit, derrière Conor, c'est lui, donc il n'est pas aussi gros que l'UFC, mais pas très loin. Donc aujourd'hui, sa parole pèse encore. Il y a encore quelques personnes à l'UFC qui sont aussi gros que la machine, comme on dit. Et voilà. Aujourd'hui, il y a cette personne-là qui est capable de le faire, comme il en reste très peu au final. Regarde, même Tchechenko, on en parlait comme la GOAT, elle n'a pas assez d'aura pour pouvoir choisir, attendre. Elle se fait sonner les cloches de temps en temps. Non, mais en vrai, il n'y en a qu'un. Aujourd'hui, je pense qu'il en reste plus qu'un, ouais. Même à Pereira, tu vois, les Topuria, des gens comme ça, ne sont pas au niveau de star où l'UFC leur permet de faire ce qu'ils veulent, à mon avis. Pereira, s'il avait gagné son dernier, il aurait peut-être pas été très loin. Au moment où on se parle, il n'y en a plus qu'un. Je suis d'accord avec toi. Et on a toujours vu aussi, c'est intéressant de noter ça dans ces débats pour nos plus jeunes fans de MMA qui nous suivent, Aldric, dans l'histoire, les stars, elles ont toujours eu quand même à l'UFC un petit blanc-seing, un petit droit que les autres n'avaient pas. Khabib, quand il prend sa retraite en 2020, c'est octobre ou septembre, je crois qu'il lui enlève la ceinture qu'en mars ou avril d'après, au cas où il veuille revenir. Tu vois ? Alors qu'il a annoncé sa retraite, il a posé les gants, il a dit je reviendrai pas. Ça, c'était Dana à l'époque. Il a tout. Ouais, on se laisse une marge de manœuvre. Ouais. Parce que ça aurait pas été Khabib, ça aurait été n'importe quel lambda, entre guillemets. Je vais dire, c'est Belal, c'est Merab, c'est pas méchant quand je dis ça, mais qui sont moins stars. À mon avis, c'est réglé très vite. 2 semaines après l'annonce de retraite, t'as déjà un title shot pour la ceinture vacante. McGregor, ils ont mis plus d'1 an. Quand il devient champion Feather contre Aldo, quand il devient l'unifié en tout cas contre Aldo, t'as encore 1 an jusqu'à ce qu'ils viennent conquérir la ceinture lightweight contre Alvarez. Et ils attendent tout ça, où il a jamais défendu sa ceinture Feather, même pas une fois pendant l'année. Ils attendent encore quelques semaines après Alvarez pour le destituer en disant, bon, ok, là, t'es passé en light, tu parles de Mayweather en boxe, donc, ok, là, c'est mort. Mais il y a toujours eu ça quand même, Aldric. Il y a toujours eu la prime à la star à l'UFC, on est d'accord. Pour les gens qui sont capables de vendre et qui sont emblématiques, évidemment. Après, je pense que vraiment aujourd'hui, ils laisseront même plus une star se construire comme ça. T'as vu, les consignes, elles sont très claires. Tu veux monter, soit tu défends celle d'en dessous, soit tu es destitué tout de suite. Et ces menaces sont en train d'être mises en application puisque et Topuria, qui a quand même un potentiel de star énorme, et Islam, qui a un énorme potentiel aussi, ont été tous deux destitués très rapidement. Donc, je pense vraiment que ce qu'on a vécu par le passé, ça, on ne le revivra plus. Tu vois, aujourd'hui, ils sont très stricts là-dessus. Dana, il a dit clairement en conférence de presse,
tu veux être double champ, tu défends les deux. Ça veut dire, hypothétiquement, minimum 3-4 combats par an, tu vois. Donc, c'est pas la même Avec chose. des grosses différences de poids C'est ça. pour les KT dont on parle. Et ça va, on va ouvrir le débat sur Islam, tu me fais la bonne passe D pour ça. Mais le dernier question que j'avais autour de cette situation avec John Jones, chez les moins de 93, qui est son ancien royaume où il a régné pendant des années, on a vu 2022 et 2023, Aldric, Jiri Prochaska, puis Jama Ali, avoir une grosse blessure. Et le storytelling, c'était qu'ils ont rendu leur ceinture vacante. C'est peut-être l'UFC qui les a poussés en disant, les gars, il va falloir faire un truc. En tout cas, on a agi très vite. Que ce soit eux ou l'UFC. Il n'aurait pas de la classe, John Jones, à la lâcher, la ceinture. Et à dire maintenant, moi, je veux Aspinal pour tant d'argent, ou Ngannou pour tant d'argent si vous arrivez à me le faire en cross-promotion, mais je vous bloque plus la ceinture. Je trouve que ça renforcerait sa legacy, presque. D'immense champion, de dire, je n'ai pas besoin de votre ceinture. Je suis au-dessus de ça, je fais vivre la KT. Mais est-ce que la KT en a besoin? C'est pareil. Ok, c'est un autre débat. Tu vois? Il n'y a pas assez de mecs d'élite en haut C'est ce que je pense. pour moi. que ce soit important de la faire vivre, selon toi. Après, Ouais, demain pourquoi matin, t'as un Cyril Gane qui revient, qui claque un gros KO. C'est plus le même débat. Tu vois? Mais au moment où on se parle, est-ce que la KT en a besoin? Je veux dire, Peut-être aujourd'hui, pas. c'est compliqué. Est-ce que t'es même pas mieux avec un John Jones champion de cette KT qui amène quand même de l'attractivité à celle-ci, tu vois? C'est ok, c'est du Mais est-ce sport, que par mais- exemple on dira, parce que c'est ce qu'il cherche, Aldric, est-ce que s'il fait le fight en novembre, donc il aura battu le record entre temps, est-ce que quand on fera le résumé de la carrière de John Jones, on mettra vraiment champion des poids lourds au plus long règne de l'histoire de l'UFC, mais regarde, ils ont même Avec- travaillé sur une règle pour essayer de avec mettre une le- défense contre Miocic qui avait 45 ans, enfin c'est Non, mais c'est délirant. Ils veulent le starifier aujourd'hui. Regarde la règle. Ils veulent en faire le GOAT. des- Dana, il l'a dit, enfin c'est son avis. La règle des 12-6 qui vient de passer, ils étaient en train de dire ouais mais attends, Est-ce du qu'on coup lui enlève est-ce sa que victoire, contre ouais. Matamil on peut pas mettre le no contest, tu vois? Donc bien sûr qu'ils veulent le starifier aujourd'hui parce que comme tu l'as dit, c'est la dernière vraie star et surtout c'est une star américaine. Donc évidemment que Une vraie construction Et- UFC. et moi, en fait, je- qui est des fois, pas passé par d'autres orgas et tout. l'analyse qui est en moi se dit mais est-ce que ils font pas exprès pour essayer de vendre le truc à Netflix par exemple, tu vois? C'est Que ce soit le premier gros combat d'un contrat Netflix Ouais. l'an prochain. Ouais. Pourquoi pas. tu vois? Ça va loin, hein, Ça ce se, que je trouve, dis, mais- ça se trouve, on fait une émission depuis une demi-heure alors qu'on n'a pas les infos principales qui sont ça, et qui ça. sont en train de négocier Va ça. savoir s'il est pas négocié dans un futur contrat Netflix, tu vois? D'ailleurs, t'as vu que c'est le moment où la négociation a commencé pour les autres diffuseurs. Topuria Oliveira qui tombe, Islam pour une ça. autre ceinture, Didi Pichimaev. On sent qu'il y a eu la volonté là de remettre un peu le couvert sur des gros fights pour montrer dans les négociations qui sont là. C'est peut-être une des possibilités. Et puis en Ça s'ouvre préparant comme ça. l'émission, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de deals TV qui arrivent en fin de deal en 2026. Tu vois, beaucoup. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Netflix va vraiment devenir un acteur majeur de... Pour l'instant, au sein du groupe TKO, qui est le groupe où il y a l'UFC et la WWE, c'est un franc succès Netflix. Hein. Tu as vu que tous les chiffres sur le catch, ils ont tout transféré dans certains pays comme le Royaume-Uni, Ouais. le Canada et une partie, je crois, des États-Unis, si je dis pas de bêtises. Le Monday Night Raw, qui est leur émission du lundi, C'est Netflix. Ouais. et les audiences ont considérablement augmenté. Donc pour l'instant, c'est un franc succès ce deal Netflix pour le catch. Est-ce qu'ils attendent pas? Est-ce que derrière ils veulent pas l'amorcer? Tu sais, comme ils ont fait Netflix, ils nous ont montré un petit peu de Christmas Game au niveau du football américain. Et ça, à mon avis, c'est des tests. C'est-à-dire que ils testent le potentiel marché du football américain pour peut-être devenir après derrière demandeur des droits. Est-ce que pour l'UFC, ils veulent pas tester un premier événement qui serait, on sait pas. Peut-être même, t'as raison, sur des one-shots. Ouais. Genre, on prend un événement, mais il faut que ce soit Jones à Spinal, par exemple. Il faut que ce S'ils soit. doivent faire un événement, il faut qu'il y ait John Jones. Oui. C'est une évidence, tu vois. C'est ça ou Connor, Et les et comme champions. Connor reviendra pas. Et les champions. Ouais. Donc, il y a, au niveau du produit UFC qui est à la vente, il y a beaucoup de Ouais, je spéculation. vois ce que tu veux dire, champion. Ça marche encore assez dans le grand public, cette Ah oui. idée de. Il y a la ceinture en or. C'est ça. Quoi. Champion contre champion, en Ah, plus, il y il a fait la à Spinal, ceinture. tu vois. Ouais, Donc, en plus, c'est ouais. énorme. Il y a la C'est ceinture en énorme. or. Mais c'est vrai qu'ils pourraient être amenés à négocier pour un one-shot sur un énorme truc comme ça. Ce serait intéressant dans leur stratégie par rapport à Netflix, par Ou exemple. un one-shot, ou un deal sur 2 ou 3 ans, mais avec ce combat-là en Ouais. premier pour armer le deal, tu vois, parce que Tu te rappelles de Fox, quand l'UFC est arrivé sur Fox, c'était Velasquez JDS. ça. Qui était et c'était le deal, c'était le premier événement Fox, en clair sur la Fox, il fallait oui, il y a des Velasquez, précédents, tu vois. Donc, Velasquez qui remettait sa ceinture des lourds en jeu. Et Velasquez, c'est une star à l'époque. exactement. Donc, moi, je pense qu'ils sont pas pressés pour ce combat parce qu'il y a d'autres choses qu'on ignore derrière. Ça ouvre, avant qu'on ouvre sur Islam, ça ouvre à des débats plus gros que je voulais faire, parce que c'est très job culture, et vous allez voir au fur et à mesure des semaines que cette émission, elle va se poser des questions comme ça. C'est quoi être champion, Aldric? Pour toi, il y a un... J'ai toujours dit, moi, enfin, c'est un truc qui tourne dans les sports de combat.
t'es vraiment champion quand t'as défendu ta ceinture. Ça, c'est sûr. Donc, par exemple, un Conor qui a jamais défendu aucune de ses ceintures, il y aura toujours cette astérix chiante, emmerdante. Mais c'est quoi être un champion dans ton état d'esprit? Faut être actif, faut la défendre, sa ceinture. Pour moi, un champion, c'est quelqu'un qui renouvelle et qui fait au moins 2 défenses par an. Ouais. Et si à ce rythme-là, tu arrives à rester 2 ou 3 ans champion, là, t'as fait une très grosse carrière. Mais déjà, l'UFC, c'est tellement une machine que déjà, arriver... T'imagines que la plupart des mecs, ils font des... C'est là qu'on voit que le MMA, ça a changé. Un Georges Saint-Pierre, quand il prend sa première ceinture, qu'il la perd d'ailleurs contre Matthews, il a fait 2 combats à l'UFC. En fait, les gens ne se rappellent plus. Pourtant, on parle d'une époque qui est pas si lointaine, là. Hein. On parle pas de Mark Coleman. On parle de JSP. Et tu vois, en parlant avec lui la semaine dernière, je me suis rendu compte de trucs qui étaient sortis de ma tête. Je te donne un exemple. On refait un peu son parcours à l'UFC. 2 combats, la ceinture. Il gagne pas la ceinture. Tu sais où il va se relancer? Au TKO. Ouais. Il retourne au TKO en faire 1. Derrière, il repart sur un shot Alors qu'il sort d'un title shot. C'est ça. C'est tu vois, derrière ça, il fait 3-4 combats, il retourne à l'UFC. Je crois que c'est à son 6e qu'il reprend Matthews. Il gagne. Il repère contre Serra tout de suite après, en se faisant mettre KO en plus, tu vois. Donc, il y a des hauts et des bas partout. Et regarde, tout ça, on a oublié. Quand on repense à Georges Saint-Pierre et qu'on le met sur la liste de GOAT, à juste titre, hein, mais on a oublié tout ça. Qu'il réussit pas son premier title fight, qu'il repère la ceinture tout de suite après l'avoir gagné. Tout ça, c'est sorti de la tête de 90% des gens. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il se ferait brûler. C'est ça. La première défaite, c'est ça. Oui. Il sera jamais champion. Exactement. On a vu ses limites. Exactement. Fraude checked. C'est ça. La fraude a été dévoilée. Détectée. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on se rappelle de quoi? De ses défenses de titre. De son règne derrière ça et de la petite pause avec le shot contre Bisping un petit peu plus tard. Et tu vois, tout ça est sorti de la mémoire collective. Et pourquoi? Parce qu'il a défendu. Et donc, je pense que vraiment aujourd'hui, la légitimité, c'est défendre. C'est où je voulais t'amener. On sera d'accord là-dessus. Et je vais te dire, dans toute la liste des doubles champions qu'a eu l'UFC, il y a eu un seul double champion. Elle s'appelle Amanda Nunes. Elle a défendu. Ouais. Parce qu'elle avait les deux et qu'elle défendait ces 2 terrains. Et je vais vous prendre en 61, en 66. Et s'il faut faire 2 fois, et je repartirai la fois d'après dans celle-là. Ça, c'est une double champion. Je suis d'accord. Ça, c'est une double champion. C'est circonstancié parce que c'est dans une KT 66 qui était plus faible. Bien sûr. Mais elle l'a fait. Et ça, il faut pas lui enlever le mérite. C'est pour ça elle mérite d'être citée à ce panthéon-là. C'est la seule qui est capable de défendre les 2 ceintures en même temps. Voilà. Ça ouvre sur Islam. Parce qu'Islam, il aurait peut-être pu le faire. En tout cas, Islam, sa volonté, donc on rappelle, il va passer des 70 kilos, les poids légers, où il était champion, depuis 2022, au poids welter, les 77 kilos, où il va donc affronter, dès son premier combat, c'est légitime vu son règne avant dans la catégorie en dessous, Jack Della Maddalena. On ne sait pas encore la date du combat, mais ça devrait être cette année, a priori. Ça peut ressembler à Abu Dhabi, d'ailleurs en octobre. Ce genre au niveau de la temporalité, ça colle bien. Lui avait laissé entendre, en tout cas Ali Abdelaziz quand il tweet sur son compte, qui voulait garder sa ceinture des poids légers pour donc, dans l'idée de revenir. On savait pas trop ce qu'il voulait faire de la 77 pour le coup, s'il la gagnait, c'est est-ce que je la gagne puis je redescends tout de suite et je la laisse, ou est-ce qu'il voulait défendre les deux. L'UFC, tu l'as dit tout à l'heure, par la voix de Dana White, a dit vous voulez être double champ, ok, si vous défendez les deux. Ce qui s'entend par rapport à tout ce qu'on s'est dit là. Pourquoi il laisse pas la chance à Islam là? Alors peut-être qu'il y a des infos qu'on n'a pas et qu'on va élucubrer sur des choses, tu vois, où il nous manque l'info principale. Mais pourquoi il ne la laisse pas, sa ceinture à Islam? Je ne comprends pas là. Mon avis, hein. Ouais. Moi, je pense que mon avis, il voulait que le titre se joue au mois de juin et qu'il a refusé, tout simplement. Refus qui ferait qu'ils lui disent ok, dans ces cas-là, on te l'enlève la ceinture. Je trouve, t'as vu, aujourd'hui, ils sont durs. On dit ce qu'on veut. C'est Islam, tu vois. Ils sont durs. Superstar, vraiment. Ils sont durs. Et moi, je me suis rendu compte vraiment de quelque chose. Aujourd'hui, avoir un gros management, ça te permet de pouvoir appuyer sur quelques choix clés. Ça change rien. C'est-à-dire que je reste persuadé de ce que j'ai dit précédemment. On ne négocie pas avec l'UFC. À part citer John Jones. Même aujourd'hui, Islam, pour X ou Y raison. Alors, on va nuancer un petit peu. Je parlais un petit peu du marché et des droits télé tout à l'heure. Il faut quand même nuancer avec les mecs qui sont kiffés par Abu Dhabi et l'Arabie Saoudite. C'est un peu différent parce que là, on parle plus de droits télé. Au contraire, ils sont catastrophiques, ces droits-là, parce que ça passe en gratuit sur les chaînes d'Abu Dhabi. Il y a très peu de pay-per-view parce qu'ils sont aux horaires européens quasiment. Donc là, ce qui fait que ces mecs-là sont considérés par l'UFC, c'est l'argent que mettent les investisseurs saoudiens et d'Abu Dhabi. En dizaines de millions de dollars. C'est ça. On n'a pas les chiffres officiels, mais selon ce qui se dit avec beaucoup de récurrence, c'est minimum 20 millions posés pour un fight night. Pour
une carte. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ça pèse aussi lourd que des gros droits d'investissement télé. Il faut pas se le cacher. Donc, ces combattants russes, enfin, en fait, qui sont pas russes, qui sont plutôt dans la majorité De caucasiens, la région. font que ils ont ce poids-là pour contrecarrer leurs droits télé. Et je le disais dans une autre émission, qui sont inférieurs à ceux des RMC, les droits de la Russie. Il y a ces investisseurs saoudiens et d'Abu Dhabi qui viennent compenser. Donc ça leur donne à eux leur légitimité. Mais pareil, ça suffit pas à pouvoir... c'est pas une boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité qui est celle-ci, mais elle te permet pas de faire n'importe quoi. Donc tu défends pas. Moi, je pense vraiment qu'il voulait poser cette ceinture au mois de juin. Il a pas voulu défendre en disant « je veux... » Je sais pas, Abu Dhabi, c'est quoi? Octobre. Ouais, ça veut dire septembre. Chaque année, octobre. c'était octobre. Mais peut-être qu'il s'est dit, je veux combattre en octobre. Ok, bah tu laisses ta ceinture. Ok, parce que en timing, et on l'a fait dans l'émission où on a réagi à l'actu à chaud avec Samir et Omar cette semaine, le timing même, il collait. Je veux dire, tu pouvais faire Topuria Makhachev en juin, et puis Makhachev Della Maddalena en octobre à Abu Dhabi. Donc c'est bien qu'il y a un loup. Donc pour toi, il a refusé ce truc-là. Alors après, ils l'ont proposé Topuria et il a refusé. Est-ce que c'est le match-up? Est-ce que c'est les blessures? En fait, on peut pas dire d'un mec comme Islam Makhachev, il a peur de quelqu'un. Non, c'est pas vrai. Par contre, jamais. Ce qu'on peut dire, parce que malgré tout, c'est un sport, je vais dire un truc complètement idiot, mais c'est comme ça l'expression française. C'est un sport d'homme. Un mec qui te trash talk, qui te traite qui t'insulte, pardon, qui va loin, et qui met en doute ton intégrité physique, tu peux pas dire je te laisse la ceinture. C'est pas possible. Donc, soit il y a une blessure qui a pas voulu être déclarée, soit il y a vraiment une intention du management de le protéger sur ce match-up. Moi, j'ai un petit doute quand même sur ça. Je pense que c'est plutôt une blessure et qu'il s'est bien accommodé d'un match-up en octobre. Tu vois, parce que, pareil, le point commun entre Islam, Khabib et beaucoup de combattants du Daghestan, c'est que ils combattent pas beaucoup. Je peux te faire une liste de mecs, en général, c'est pas les mecs les plus actifs. Ils sont plutôt sur un combat par an et quand ils en font 2, c'est un miracle. Mais même quand ils sont pas classés, c'est pas des mecs qui combattent 3-4 fois par an. C'est vrai. À part Khamzat, qui est pourtant caucasien aussi, qui a un peu défrayé la chronique. Dans début de parcours. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, aujourd'hui, il le fait plus non plus. Parce que ça, on en parlait aussi sur le Aldric Enerby. Les cuts sont plus éprouvants. Les rebonds sont énormes. Et est-ce qu'ils sont capables de combattre 3 fois par an? C'est encore une autre question. Tu vois. Aujourd'hui, dans certaines commissions athlétiques, ils t'autorisent 15% de rebond. Seulement 15% au maximum. Au-delà, alors, c'est un peu flou parce que si tu prends la commission athlétique de Californie, par exemple, c'est une sanction verbale derrière. Bon, l'UFC n'en a rien à fiche, tu vois. Si tu vas dans toutes les alinéas de toutes les commissions, tu vas trouver des dingueries. C'est ça. Mais c'est intéressant, on fera peut-être un épisode complet là-dessus. C'est une parenthèse totale, mais tu sais ce qu'il y a parce que je l'ai étudié quand on était à Montréal, dans la commission canadienne. Non. Si on te tape dans les parties et qu'au bout de 5 minutes, tu ne peux pas continuer parce que tu n'y arrives plus, t'as trop mal aux couilles, pour parler franco, eh ben c'est toi qui perds. C'est considéré comme un abandon de ta part. Il te laisse 5 minutes pour te reprendre, mais c'est considéré comme un abandon. C'est une dinguerie quand il pense. D'ailleurs, ils interdisent les stompes sur les orteils. Oui, aussi, tout à fait. Ça, c'est, j'étais là, quand ils vous l'ont dit, et c'est vrai que moi, je le savais pas, et j'ai eu un recul à dire quoi. Ouais, ils n'ont pas le droit de marcher sur les orteils au Québec. Après, c'est très spécifique, mais par contre, ce 15% de rebond, il est intéressant, dans la mesure où je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir combattre 3 fois par an, il faut pas excéder ça. C'est-à-dire que, voilà, si tu fais un cut intelligent, que tu arrives avec un taux de masse grasse basse, que tu as fait une bonne surhydratation et une pré-diète intéressante, tu peux te permettre de faire un rebond à plus 10 et de pouvoir le faire 3 fois par an. Moi, je l'ai jamais caché. Manon, elle est costaud, mais on est vraiment capable, on l'a déjà fait, de combattre 3 fois par an. Quand ça commence à aller des proportions trop importantes, plus 15%, plus 17%, pas de kilos, les gars, de pourcentage poids de corps, je parle. Et ça fait quand même des chiffres qui sont très importants avec des douleurs au rein, des inflammations au rein. Combattre 3 fois par an, c'est galère. C'est impossible. Voilà, disons-le clairement, prendre un short notice, c'est impossible. Combattre 3 fois par an, c'est impossible. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui va régulariser. Tu verras que ce fait qu'ils comptent de moins en moins construire des stars, parce que, tu vois, souvent j'entends, ouais, mais il a une grosse communauté, ça va le faire signer à l'UFC. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire de l'UFC, de ta communauté? Et même, je veux dire, t'arrives avec même 100K sur les réseaux, ils ont des millions sur les leurs de réseaux, donc ils en ont rien à fiche. La star, c'est les 3 lettres. Exactement. Donc ça, à mon avis, c'est ça qui va réguler le cutting. On rentre dans un débat même intéressant, parce que je m'en suis demandé en préparant l'émission. L'UFC, c'est clair et net, on le voit. Ils veulent plus créer ce qu'ils ont créé avec McGregor. Il avait trop de pouvoir. L'autre, il arrivait. Moi, j'étais au Madison Square Garden quand il devient double champion. Il arrive, il dit pas.
il arrive en conf, il dit « Donnez-moi des parts de la société. Parce que c'est moi qui les mérite. » Je pense qu'ils sont vaccinés sur ce genre de truc et qu'ils veulent plus que ça arrive. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Parce que si tu laisses Islam aller conquérir 2 ceintures, continuer de régner en lightweight, donc dépasser largement le règne d'un Khabib, faire ce que Khabib n'a jamais fait, c'est-à-dire poser avec 2 ceintures de l'UFC, t'en fabriques une de star. Parce qu'elle est c'est déjà une méga star, Islam, quand tu regardes sur les réseaux le nombre de followers. Mais si il fait ça, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de dire, oui, je pense qu'ils veulent se on protéger. freine sur ces trucs-là, parce qu'en fait, on va fabriquer... Islam, il faut qu'il devienne le moins star possible. Non, mais je te suis. Je pense qu'aujourd'hui, ils veulent des mecs actifs et ils veulent plus de stars. Et ça va se réguler avec la pression qui va augmenter sur la défense de ceinture. Tu vois, regarde, là, on voit, je veux dire, c'est vraiment quelque chose sans précédent. Des mecs ultra bankable, stylistiquement magnifiques à regarder, parce que Topuria et Makhachev, c'est, tu vois, c'est pas des champions à la Dricus, où tu peux dire, ouais, même si tu sais que moi j'adore Dricus et je le dis et on se connaît depuis. Mais il y a une beauté dans ces combattants qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'ils nous frustent de pas l'avoir ce combat. C'est-à-dire qu'ils sont agréables à regarder. Ils sont bons en conférence de presse, parce que Islam, c'est de tous les Dagestanais celui qui parle le mieux anglais. Qui en plus a un petit humour un peu pince sans rire. Exactement. Il est très bon là-dessus. Et il est capable de clasher, il est capable de trash-talker. Pareil pour Topuria. Ils ont une très grosse communauté. Donc ces mecs-là, c'est des stars. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur enlève, on les destitue de leur titre. Pourquoi? Pour pas que ça devienne... Parce que je pense que si tu laisses faire... Derrière ça, t'as 4 champions à l'UFC bientôt. T'as 4 champions sur toutes les KT. 57-61, c'est la même, tu vois. Donc, aujourd'hui, ils veulent pas arriver à ça. Je pense que dans leur politique de... Par exemple, 57-61 dont tu parles, ce serait presque legit aujourd'hui de me faire monter Pantoja, hein, pour un double champ. C'est ça, tu vois. Vu ce qu'il a fait en 57, Exactement. ce serait legit. Mais je pense que c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Et surtout, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour penser avenir, qui sont là pour penser... Netflix et tous les contrats et les partenariats audiovisuels qui peuvent découler de ça, et que c'est une très mauvaise chose de rétrécir, ou alors tu rétrécis les KT alors. Mais on s'est battu pour avoir plus de KT depuis 15 ans et maintenant on fait l'inverse. C'est pas lié. Et je pense qu'il y a même, pour le coup, parce que tu te prives, quand tu y penses, c'est une folie, tu te prives de Topuria, Makhachev. Moi, si j'ai, en tant que fan du sport, du MMA, si j'étais patron de l'UFC avec les bourses où je pouvais faire ce que je voulais, j'aurais dit au mec, c'est ce combat que je veux. Vous ne ferez rien, de toute façon, je veux Topuria Makhachev. Mais en fait, pareil. Topuria Makhachev, en vrai, c'est Conor Khabib 2. Moins star, hein, on est d'accord, que je remette tout de suite. Je dis pas que Topuria et McGregor ou Makhachev Khabib. Mais il y a un peu de ça. Et c'est à la fois leur meilleur souvenir, mais c'est à la fois un de leurs pires souvenirs. Parce que les confs de presse, elles dépassent largement la limite. Parce qu'à la fin, on rappelle qu'il y a une bagarre générale quand même dans la cage. Alors que c'est ta plus grosse audience de l'histoire en pay-per-view. La première fois que le champion ne monte pas la ceinture et la ceinture n'est pas donnée. Enfin, l'autre, il est interdit de territoire pendant un temps. Enfin, il n'y a pas que du bon. Et tu vois, je me suis dit, est-ce qu'ils se sont pas dit aussi, fait, on prend pas de risque. C'est assez star, lui. On n'a pas besoin de Topuria Makhachev. Ça ferait kiffer les fans. C'est le super fight des super fights en ce moment. Mais en fait, on n'en a pas besoin. Après, moi, on n'en a pas tant besoin que ça. Moi, je te dis la vérité, je pense qu'on va le voir. Hein. Moi, je vois... Alors, je suis un grand fan de Islam, hein, mais je ne le vois pas du tout performer en welter. Donc tu le vois redescendre vite. Ouais. Et donc être dans la liste d'attente pour Topuria derrière. Alors, ça, c'est ce que Topuria dit. La vérité, c'est que je pense que s'il veut redescendre, il l'aura automatiquement. Je suis d'accord. Mais ce serait même... Évidemment. Voilà, ce serait pas bien de pas lui donner. Parce que... Alors, moi, je pense qu'il ment. Islam, dans son interview, où il dit qu'il fait toute l'année 82. Je pense que c'est un mensonge. Sinon, il peut pas monter en quelques mois en welter. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit dans le précédent Aldric Herbie, les mecs, pour la grande majorité, font tous 90 kilos quasiment jour de pesée. Tu feras pas 5 kilos seulement de rebond. Ouais. Donc, tu arrives avec tes 82 kilos de poids de corps, 10 kilos d'écart pour un mec. Islam n'est pas un KO power. C'est quelqu'un qui travaille sur la durée et la longévité. C'est un bon lutteur, mais sur des mecs qui ont 10 kilos de plus que lui, ça va être compliqué. Du coup, son avantage de taille qu'il exploitait merveilleusement bien en lightweight. Ouais, c'était un gros lightweight. Parce que là, tu as quand même des mecs qui sont au-delà même du 1m85, voire 90 en welter, d'accord? Donc, tu as des mecs énormes. Puis on rappelle que c'est les KT, et pareil entre welter et middleweight, où il y a le plus gros écart. Hein. Tu as 7 kilos d'écart entre ces KT-là. Enfin, dans ces catégories middle, puisque tout en haut, il y a des gros écarts. Il y a 2 ans en arrière, moi, je pense qu'Islam aurait mis au garde à vous la KT. Je pense qu'il était même meilleur qu'Ousmane, c'est mon avis. Aujourd'hui... Là, il passe pas JDM? Même JDM? Si JDM, pour moi, c'est celui qui a les moins bonnes aptitudes en lutte. C'est pour ça, pareil, moi, j'ai pas du tout compris le game plan de Belal.
Vraiment. Est-ce qu'il a vraiment cru à ces points de Canelo? Faudra en parler de ça aussi parce que. On l'a débriefé avec Baba et ouais, c'est compliqué parce que t'as l'impression qu'il a fini par vraiment y croire. Ouais. C'est un délire. Des fois, vraiment. Et moi, le game plan, sachant la qualité de lutte qu'a ce garçon, ou au moins la qualité de boxe qu'il a quand il met des feintes et des intentions de lutte, j'ai pas compris. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais donc, Islam, JDM, c'est. Elle est dangereuse, cette KT. Hein. Elle est. Et puis, on en a parlé dans Jack de la Maddalena, il tape comme un sourd. Le dernier gros puncher qu'a pris Islam, il y est resté. Hein. Donc, c'est des mecs qui tapent très fort. Et il n'y en a pas qu'un. Je veux dire, c'est pas que Jack. C'est 5 ou 6 mecs de la KT, dont Shafkat, vraiment, dont Buckley. Ça frappe comme des sourds. Donc, toi, tu serais au point de dire si Islam bat JDM? Je pense qu'il nous fait une Georges Saint-Pierre. Faut redescendre assez vite. Il arrête. Ouais, faut la laisser vacante. T'auras eu tes 2 ceintures et faut redescendre assez vite. Je pense que la défendre là, ce serait la moins bonne idée qu'il a. Après, s'il le fait et que c'est lui qui nous met. On a dit ça change cette KT Walter, c'est peut-être la meilleure depuis les Condit, Thiago Alves et Georges Saint-Pierre et compagnie. Donc si derrière, il monte et il nous fait 4 défenses avec les requins, les piranhas qu'il y a là, on parle les Morales, les Prates et tout. Islam, il rentre dans un autre débat. Ah ben là, il est à part. C'est-à-dire que tu le mets lui en goth et les autres à côté. Si c'est les Shafkat, Brady, s'il se fait toute cette liste-là en welter... C'est ça. Ok, on parle de. Là, il est intouchable. Par contre, là, on n'aura pas notre Topuria Makhachev. Si Topuria, il veut, il ira monter le chercher là-haut, tu vois. Mais en tout cas, il fait ça, mais il n'y a personne qui peut me remettre en cause le GOAT. Il ne faut même plus parler de la comparaison avec Khabib. Même si je suis peut-être le fan numéro 1 de Khabib, c'est moi. Tu peux pas. Là, s'il arrive dans cette catégorie Walter, qui prend la ceinture, il est enragé, Jack, en plus. Il est costaud, il frappe fort et on a vu des scrambles hyper intéressant et pointu. On sait que ça travaille avec Greg Jones, tu vois. On sait que Volka, qui a pas du tout le même gabarit, avec le même Greg Jones, il a mis en difficulté très importante Islam. Je peux te dire, parce qu'on l'a croisé en plus à Montréal, je lui ai un peu parlé, Greg Jones, il sera ravi d'aider JDM pour Makhachev, puisqu'il en a fait une croisade personnelle de la lutte du Caucase et de montrer qu'il est supérieur à ça. Et surtout, quand tu vois Greg Jones, il a vraiment très bien compris ce jeu. On a vu dans les divers affrontements qu'il y a eu avec la B-Team à l'époque contre les équipes d'Agastanes, pour ceux qui suivent un petit peu le grappling, il a vraiment très bien compris le jeu. Il sait comment le contrer, les scrambles avec les leg locks, tous ces systèmes-là, c'est quelque chose avec lequel il est très familier. Et sur le combat là, j'y croyais pas. Je reste persuadé que si Belal avait lutté, je pense pas qu'il avait vraiment toutes les armes maintenant. Mais s'il se passe quelques mois, comme c'est le cas, puisqu'on parle d'un affrontement hypothétique en octobre, il y a un vrai travail qui peut être fait. Ouais, quand même, t'as du temps pour le préparer, celui-là. Et il y a le gab. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, si on les met côte à côte, Volkanovski et Jack, il y a une quinzaine de centimètres d'écart. Il est 2 fois plus large en épaule. C'est un gros athlète, Jack. Hein. C'est la version pump it up. C'est ça. Alors que Makhachev, déjà sur le premier, a quand même eu du mal avec Volk. Donc, alors peut-être qu'on est un peu moins beau en footwork, mais ça frappe beaucoup plus fort que Volka. Parce que c'est pas la même caté. Et moi, il m'a étonné. Hein. Moi, je l'ai dit dans le débrief, il m'a étonné, JDM. Pour le coup, je voyais ses qualités, mais contre Belal, il frappe comme un sourd. Malgré les erreurs de Belal qu'on peut noter, lui, il a fait le taf. Hein. C'est ça. Il était là, sa boxe, elle est de plus en plus belle quand même. Il y a du bon footwork, il y a des bonnes combis. Moi, je te pose juste une question. Volka, on sait qu'il est redescendu très facilement derrière dans sa catégorie d'origine. Combien penses-tu qu'il pesait sur le premier fight contre Islam? Oui. La différence était moi, je laisse à penser un petit 75. Oui, ce que j'allais dire, sur le 14 peut-être même. Tu vois? Et là, je te parle d'un mec qui fait 89 kilos le jour du combat. C'est vrai que l'équation, elle est tellement différente ça que je te dis. Pour lui. Ouais. Dans un laps de temps, assez limité, parce que on sait que Islam, je pense que c'est une énorme connerie qu'il nous a sorti en interview. Il fait pas du tout 82 kilos hors combat. Je pense qu'au même titre qu'un Axel Sola, qu'un Benoît Saint-Denis et plein d'autres gros lightweight, on est plutôt entre 85 et 90. Ouais, je pense quand même. Par contre, l'autre, il fait 89 le jour du combat. Ça veut dire qu'il est plutôt dans un créneau de 95 hors fight. Et en plus, il a la puissance pour aller avec. C'est-à-dire que le poids, c'est le poids. On sait que ça peut être usant dans certaines circonstances, mais par contre, c'est compensé par la lutte, parce qu'Islam, il sait bien se placer, donc il va moins souffrir de ce poids dans l'appréhension. Mais là, on parle pas du poids dans l'appréhension, on parle du poids dans la frappe. Et c'est pas pareil. Non, et t'as raison, quand il a déjà eu affaire à des grosses frappes, et il est déjà tombé. Mais ça va être, tu sais quoi, de toute façon, on vous fera la preview et le débrief dans Aldric Herbie, mais il va être passionnant ce combat. Parce que c'est Islam en face et que tu sais les armes qu'il a. Et derrière, tu passes, il n'y en a pas qu'un. Non, c'est-à-dire que tous les requins qui attendent. C'est ça. Et un Shafkat Islam. C'est ça. Elle est belle l'affiche. T'as Shafkat qui frappe aussi très très fort. Elle est belle l'affiche.
moi, je l'ai vu. Brady, Islam, il y a trop de trucs à faire. Shafkat, moi, je l'ai vu au championnat du monde organisé par. C'était pas l'IMAF encore à l'époque. C'était Loïc Pillon, qui est du club qui avait participé à cette époque-là. Oui, c'était la deuxième fédé internationale qui était en parallèle là. Il frappe comme un sourd. Je me souviens plus du nom. Il frappe comme un sourd. Vraiment. Il a une très grosse puissance. Donc, en plus, dans cette catégorie Walter, les prétendants, il y en a beaucoup qui frappent fort. Tu vois? Beaucoup. Donc, s'il arrive et qu'il me fait 5 défenses de titre avec ce panier de crabes, mais c'est même plus des crabes, hein, c'est des crabes boostés. Alors là, il n'y a plus rien à dire. Et le GOAT, on sait qui c'est et ça changera plus jamais. Ouais, non, mais je te suis complètement. Et il y a même un monde où, en fait, où tout ce que tu viens de dire, t'as raison, la frustration de ne pas avoir Topuria Marachev, elle se transforme en Topuria roule sur les moins de 70 après avoir fait sur les moins de 66. Marachev fait la même en 77 et ils se font un jour une retrouvaille entre les deux poids. Et là, t'as un méga fight. Et t'imagines, derrière, t'as Jack, t'as Brady, t'as éventuellement Gary, t'as Shafkat. Et derrière ça, c'est juste la première garde qui est maintenant. Derrière ça, t'as Morales, Prates qui va revenir. Sinon, on l'a dit dans l'Aldric Enerby, elle est folle cette carte. Alors il y a des match-ups avantageux pour Islam. Ultra cool de voir Islam monter parce qu'avec tous ces match-ups là possibles. Tu vois, moi je pense qu'un Gary et un Prates sont des match-ups qui arrangent un petit peu. Ouais. Ou un mince. Qui a perdu le titre, qui vient de perdre le titre, l'anglais. Léon. Ça, c'est des match-ups qui sont plutôt à l'avantage d'Islam. Mais des mecs comme Brady, qui sont plus lourds que lui, qui excellent dans la lutte, c'est dur. Bah, Léon, quand il est champion, je disais, si Islam monte, je lui donnais pas cher à Léon. Non, il y a des match-ups avantageux. Mais il y en a des compliqués. Contre, t'as raison. Contre les gros welter. Un striker technique. Qui ont ça. C'est ça. Islam, il a le jeu. Tu vois, il a le jeu. C'est là où ce sera de toute façon passionnant. Mais un striker qui a du punch, c'est plus difficile parce qu'on sait qu'il en prend pendant les combats. Parce qu'il aime échanger, parce que sa lutte, elle est construite sur la boxe. C'est-à-dire que c'est une lutte MMA plus... Puis il a beaucoup plus ses phases d'anglaise ou de striking comme en avait un Rabib. Il a des qualités là-dedans et ça fait partie de son jeu. Donc il les utilise. Ça l'ouvre aussi à prendre des Dans une KT qui fait 7 kilos de plus, s'il fait ça, chapeau. On pourra en discuter dans les mois à venir parce que ça va être très intriguant de voir ça. Et je vais te finir sur une question, ce premier numéro de Jab Culture, Aldric. On met de côté John Jones. On en a parlé pendant 20-25 minutes au début. On est tous les deux d'accord que dans un monde où ce serait que du sportif, il serait destitué. C'est du business. On voit qui est John Jones. Ok, on comprend le move, surtout dans une KT où, tu le disais toi, il n'y a pas beaucoup de possibilités derrière à faire. Pour le reste, tu préfères l'UFC de maintenant qui enlève son titre à Islam parce que c'est le revue, t'as peut-être pas voulu faire un combat en juin ou quelque chose, mais qui est ferme là-dessus, ou à Topuria d'ailleurs qui veut monter, ou l'UFC de l'époque Conor qui laisse Conor pendant un an et demi avec sa ceinture parce que c'est une star et qu'on n'y touche pas et on verra plus tard. C'est laquelle des formules que tu préfères ? Moi sans aucun doute. Moi j'aime l'UFC d'aujourd'hui parce que encore une fois, je te dis, dans le fond, je la préfère aussi. Je pense que on fabrique moins des grandes stars, c'est ça. Oui, mais la méritocratie, elle est là. Je veux dire, aujourd'hui, regarde les mecs qui sont champions. T'as un mec qui vient d'Afrique du Sud, qui est jamais parti de son pays. Qui lui aurait donné sa chance il y a 10 ans ? Pourtant, tu vois. Donc aujourd'hui, ce mec est champion, alors qu'il vit en Afrique du Sud. Il a sa communauté là-bas. À part pour combattre, il va très peu aux États-Unis. Tu vois. Ça, c'est un peu, entre guillemets, le rêve américain. Il y a 10-15 ans, ça existait pas. Oui, ça n'existait pas. Je l'ai dit déjà, le John Jones, le jeune John Jones qui arrive, qui est phénomène et qui est le plus jeune champion de l'histoire UFC, si tu comptes le WEC, il y a José Aldo, on le dira toujours. S'il est italien ou sud-africain à cette époque-là, personne lui donne l'heure. Il est même pas à l'UFC. Combien il y a de mecs, il y a 15 ans, qui sont passés à la trappe parce qu'ils n'avaient pas la bonne nationalité. À commencer par chez nous. Bien sûr, même chez nous. Et aujourd'hui, ce que j'aime dans cette UFC, certes, c'est une organisation à but lucratif, c'est un business, mais tu es capable, en étant géorgien d'origine, en étant africain du Sud, de pouvoir prétendre aux sommets mondiaux, on te donne ta chance. Alors il faut dévisser peut-être plus de têtes que si tu étais américain, mais on te donne ta chance. Et ça, j'aime beaucoup, moi, ce côté-là. C'est pas encore... Moi, ce que j'aimerais pouvoir dire un jour, c'est les meilleurs sont tous à l'UFC et tout le monde peut être champion. Franchement, c'est pas tout à fait le cas, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Hein. On n'est pas très loin de ça. C'est le monde idéal. Ce sera toujours un business, donc on n'aura jamais du 100%, mais si on peut s'en rapprocher et tendre vers ça, c'est le meilleur. Moi, je pense quand même aussi préférer le truc de maintenant, c'est-à-dire que il y a des choix à faire, t'as des choix aussi de KT, t'as des choix de carrière à faire. Sur certains mecs, j'aimerais qu'ils laissent j'aurais aimé qu'ils la laissent à Islam.
voir ce que ça donne. Oui, mais aujourd'hui... Voir s'il peut faire une Nunes. Voir si lui est capable de défendre dans les deux. Mais d'un autre côté, regarde la politique qu'ils ont. Regarde, ils viennent de signer Pachimix. Donc, ils se mettent eux-mêmes en difficulté avec ça. Parce que demain matin, imagine, c'est un Pachi ou un Pitbull qui prend la ceinture. Les gens, ils vont dire, ah, mais c'était plus fort au Bellator. Alors, ça remet tout en raison. Mais ils le font. Et il faut le souligner. Quand ils font des bonnes choses, t'as raison. Ils font des KT qui sont... Vu leur position, c'est un risque de faire ça. Ils ont un monopole, les mecs. Donc, ils font des KT. Ils renouvellent les KT. Ils destituent les champions, même qui veulent monter, même qui sont des stars. Et ils vont chercher des mecs au Bellator. Ils vont chercher des mecs au One. Parce que regarde, The Reader, on lui donne directement quasiment une... Alors, cette KT aussi, il faudra en parler de cette KT middle qui commence à devenir absolument extraordinaire et pourtant qui a été très peu renouvelée à l'époque d'Adesanya. Rappelle-toi, les challengers, on les cherchait presque en plumant dans une boîte à cette époque-là. Hein. Mais aujourd'hui... Là, il y a du monde. Et on va en reparler très vite. Et De Riner, on lui met... Nical sur le dernier combat. Ouais, et puis derrière, normalement, c'est pas officiel à 100%, mais il devrait aller chercher... ils vont normalement lui donner Whittaker à 90% au moment où on se parle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu bats Whittaker, t'es les guides pour aller chercher un title shot aussi. T'es candidat. Et pourtant, il était double champion One. Donc, qu'est-ce qu'on va dire s'il bat Whittaker et qu'il monte à la ceinture? On va dire le One, c'était plus fort. Tu vois, donc, non, aujourd'hui, je dis pas que c'est parfait, mais je pense que l'UFC n'a jamais été autant dans la méritocratie que dans aucune de ses éras précédentes, tu vois. C'est pas encore parfait, disons-le clairement. Nous-mêmes, les Français, on en souffre un petit peu. Parce qu'il faut dire les choses partout. Aujourd'hui, il y a... Parce qu'on n'est pas dans la position de force. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de mecs, Axel Sola ou Virgil Hogan, montrés en l'air, et ces mecs-là sont sur des apex. Après, il y a plein de paramètres qu'il faut rajouter. Il y a aussi que ça reste une organisation américaine, que aux États-Unis, américano-brésilienne même, pour préciser. Puis, très important. Il y a la préférence à l'embauche aux États-Unis. Et c'est la loi, c'est pas des on-dit. Donc derrière, plutôt que d'aller prendre un visa d'un fighter français, on prend un Américain, même s'il est moins bien classé, même s'il est moins bon, même s'il est moins tout ce que tu veux. Allez regarder les rosters des Dana White Contender Series, regardez les nationalités. Brésil, États-Unis. Un Axel ou un Virgil serait brésilien ou américain, peut-être qu'ils y seraient déjà. Bien sûr. C'est un peu plus dur pour nous, mais on a une chance d'y aller. On l'a montré. Manon, elle n'est jamais sortie de Nice et elle a eu sa chance pour la ceinture. Et je vous promets, Cyril, œil à la caméra, que c'est pas la dernière. On en aura une autre de chance à cette ceinture. Cyril a eu 2 chances en venant de Paris, en s'entraînant depuis Paris. Nassour est remplaçant pour DDP Chimaev en août. Et je serais lui, je me préparerais fort pour DDP parce que Chimaev à Chicago. On sait qu'il peut pull out. Voilà, il peut pull out à tout moment. Et en plus, c'est Chicago. Hein, il va falloir vérifier quand même qu'il puisse rentrer facilement, même s'ils ont fait le combat, je pense qu'ils ont des certitudes là-dessus. Mais on a des mecs qui se sont créés d'eux-mêmes de France pour aller se mettre dans ces positions-là. C'est un peu plus dur pour nous, mais tout est possible aujourd'hui. Il faut juste croire en soi. Il faut en faire un peu plus que les autres, quand même, quand t'es français. Il faut faire un peu plus de combats avant de signer, en gagner un peu plus quand il y est. Mais aujourd'hui, je pense que le rêve américain, tu peux y croire pour tout le monde. Et ça, je trouve ça beau. Parce que ça n'a pas du tout toujours été le cas. Non, moi, je suis très critique, et les gens le savent, sur beaucoup de points sur l'UFC. Mais sur ça, tu as raison. En tout cas, ça structure quelque chose qui a l'air un peu plus méritocratique qu'à une époque. Je suis d'accord. C'est plus facile pour eux parce qu'il y a plus de densité, mais ça a l'air un peu plus. Il y a encore plein de problèmes à régler, mais c'est dans ce cadre-là. Un des problèmes, arrêtez l'Apex, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, et c'est peut-être, je te fais une passe D pour le mot de la fin. Aujourd'hui, ils sont en train de régler tous leurs problèmes. Au niveau sportif, je trouve que c'est vraiment pas mal. Au niveau télévision, droit TV, on sait qu'il y a ils sont en train de ça va les aider beaucoup. Maintenant, il y a une problématique, mais qui est-ce qu'elle est? Si tu veux avoir un beau rooster, il te faut, parce que tu sais pas qui va exploser, qui va régresser, qui va, tu vois, et il te faut 800 mecs sous contrat. Le 300, comme c'était le cas il y a 10 ans, c'est plus possible. Mais tu n'as que 52 semaines. Donc, quand tu as déjà 44 UFC ou 46 UFC annuels, plus, c'est quoi, c'est 12 ou 14 épisodes du Dana White Contender Series, ça fait déjà un an plein. Donc, c'est quoi je crois que chaque fighter a 1,1 combat par an ou quelque chose comme ça, parce que tu peux pas leur proposer plus. Ouais. Donc, tu veux les meilleurs, tu es obligé d'en avoir 800 sous contrat, mais il n'y a que 52 semaines dans une année. Donc là, ils ont une problématique. Je ne sais pas y répondre. C'est un vrai problème parce que je suis sur le nombre. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait les baisser parce que je veux moins d'events pour que les events reprennent un peu l'aura qu'ils avaient dans le passé. Mais tu as raison, pour avoir les meilleurs, il faut de la masse pour pouvoir faire sortir les meilleurs. Donc c'est une équation très dure à résoudre. Là, aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question. Et je pense que l'UFC a des business managers qui bossent dessus, tu vois. Mais est-ce que tu passes à 2 events par semaine? Parce qu'au final,
J'ai pas les audiences. Ah, mais... Est-ce que tu augmentes encore le truc? Mais regarde les semaines où il y a un Dana White Contender Series, les deux font de Oui, l'audience. les deux font de l'audience. Les semaines où tu as même un Apex le samedi et un Dana White Contender le mardi, les deux font de l'audience. Mais alors pourquoi pas, mais vas-y à fond. C'est-à-dire que je veux pas 2 events à l'Apex par semaine. C'est ça. Je veux pas d'ambiance, parce que c'est un des problèmes qu'ils ont aussi en ce moment, c'est que des mecs qui arrivent et qui montent, ils sont à l'Apex, ils mettent un gros KO, et en fait le KO il devient jamais viral, parce qu'il y a personne, il y a pas de réaction du public. Non, mais je te raison. C'est dans une salle vide. Après, regarde, là où nous sommes en train de terminer le mois de mai, il y a un peu d'Apex, mais il n'y en a plus pendant 2 mois après. Je crois que juin-juillet, il y a 0 Apex. Oui, et ils reprennent le 2 août. En août. Donc, le tu 2 vois, août. il y a quand même... pourtant, pour eux, Apex, c'est... Là-dessus, pareil. On peut pas dire que ils mettent tout sur l'oseille, parce que l'Apex, ça leur coûte 0, et ils vendent ça comme un UFC normal à la télé. Donc, il y a une volonté quand même de s'ouvrir. Je pense qu'ils sont vraiment sur une... On peut dire beaucoup de mal, et il y a plein de trucs à dire, et moi, j'ai pas de langue de bois. On fera une émission complète là-dessus, mais parce que il y c'est a intéressant. plutôt des bons présages en ce moment. Faudra qu'on fasse une émission globale sur ce qu'on changerait, ce qui irait bien, ce qui va pas, et ce qui nous plaît là-dedans. Mais tu vois, le prochain diffuseur, s'il leur dit plus d'Apex, parce que nous, on veut du public et on veut quelque chose ça peut être positif, moi, je pense, pour faire vivre le produit. Tu me mets 2 épisodes, tu me mets 2 events par semaine, mais où il y a du monde, et où je sens une ambiance, où à chaque fois je me dis c'est un vrai event de combat. Tu sais, comme on avait parlé un peu sur la boxe à Times Square, où ça ressemblait pas à de la boxe. Si ça ressemble à du MMA de haut niveau, je suis preneur. C'est ce que je te dis. Quand ça ressemble pas, je suis moins preneur. Dans le groupe TKO, ils le font avec le catch. Oui. Ils font 3 événements par semaine. Complètement. Tu vois. Donc, il y a un chemin où ils peuvent le faire. Et c'est peut-être ça la solution. Et peut-être que c'est pas forcément toutes les semaines. Peut-être qu'il faut en faire chevaucher parce que c'est ça, parce que l'exemple que tu prends du catch, le truc, c'est que les 3 jours, ils ont une salle de 20 000 personnes qui chantent et qui sautent. C'est ça. À tue-tête, parce que c'est les... Est-ce que la solution, elle n'est pas là-dedans, à creuser, tu vois, mais pourquoi pas. Ils le font. Ils sont en train ils ont fait l'acquisition d'une société qui a l'habitude de le faire, qui le fait depuis peut-être 30 ans. Donc, c'est peut-être ça la suite. Ouais, c'est possible. D'ailleurs, une petite parenthèse, et je finis l'émission là-dessus sur TKO, c'est qu'il y a TKO Boxing qui se lance là, et que... Octobre, je crois, la première... Il devait être promoteur de Crawford Canelo. Et Turquie, les Saoudiens viennent d'annoncer que c'était Sela, donc c'est l'entreprise qui gère Riyadh Season, qui serait le promoteur, et non Dana White et TKO. Okay. Il y a peut-être un début de friture sur la ligne à se dire, commence. On va peut-être pas leur donner l'énorme événement de boxe tout de suite. D'abord, lancez votre TKO Boxing et puis on verra. Mais c'était pour la petite parenthèse des coulisses de ce monde-là. Merci Aldric, c'était passionnant. On s'est régalé et je pense qu'on se régalera beaucoup dans Jab Culture à avoir ces débats-là sur des grandes questions. Jab Culture, c'est aussi votre émission, les gars. Donc, envoyez-nous dans les commentaires des idées de thèmes, des idées de top 10 qu'on pourrait faire qui vous intéresseraient. Tout ce que vous avez en tête, nous, on ira lire les commentaires avec Aldric et on sortira les meilleures idées pour vous proposer le contenu le plus quali possible. Ça te va, bon, Aldric? Parfait. À la semaine prochaine. En plus, j'ai mis un peu de déco derrière. Il y a même du Naoya pour l'instant. La déco est en construction. Vous inquiétez pas. On arrive fort. Merci à tous. Ciao, Aldric. Et à la semaine prochaine pour Aldric et Herbie et Jab Culture. Vos 2 rendez-vous depuis Recordia à Nice. Ciao tout le monde.